Bonjour, alors aujourd'hui on va commencer par un exercice simple qui va nous amener à des considérations un peu moins simples au final, mais pour l'instant l'exercice il est très faisable et très naturel. Surtout si on connaît un peu Gauss-Lucas, même si là, vous n'avez pas besoin de le connaître, finalement un corollaire du théorème de Gauss-Lucas dit que si P est un polynôme de C de X, et si P seconde divise P, donc la dérivée seconde de P divise P, bon, vous avez une possibilité, c'est que P n'a qu'une racine multiple, comme par exemple Z puissance N, où là ça va très bien marcher, ou par translation Z moins A puissance N, mais si on retire ce cas, alors P n'a que des racines simples dans C, et de plus, elles sont toutes alignées. Voilà. Alors Toto, en voyant la vidéo de Séverine sur Gauss-Lucas, a posté la question très naturelle, est-ce qu'un tel P existe? Alors on parle de P qui n'a que des racines simples, et tel que P seconde divise P. Du coup, je propose cet exercice, trouver tous les polynômes scindés simples de C de X, tels que P seconde divise P. D'accord? Et de degré de P est égal à N, on pose degré de P égale N. Donc le contexte, c'est Gauss-Lucas, et si on a le recul de Gauss-Lucas, on sait que alors toutes les racines de P vont être alignées. Bien. Alors je vais proposer 4 approches de cet exercice qui semblent pourtant anodins à première vue, mais Toto a trouvé son chemin vers des mathématiques profondes qui vont nous ramener à Gauss. Mais pas le Gauss de Gauss-Lucas, un autre Gauss, si, la même personne, mais pas la même théorie. Et c'est ce qu'on va voir tout à l'heure. Pour l'instant, attaquons le problème. Bon, on a forcément que P seconde divise P, ça implique que le quotient est un polynôme de degré 2, qu'on peut supposer unitaire, et dans ce cas-là, en regardant les termes de plus haut degré, on voit que P va vérifier, P est une fonction du complexe Z, Z moins lambda, facteur de Z moins mu, P seconde égale N, N moins 1, P. Je fais une petite normalisation, P, je le change en P mu moins lambda Z plus lambda, de sorte à ce que quand Z égale 0, eh bien on va avoir lambda, et quand Z égale 1, on aura mu, ce qui fait que on va avoir Z facteur de Z moins 1 P seconde est égal à N, N moins 1 P. Comme ça, on simplifie les choses. On aurait pu aussi normaliser en Z2 moins 1, c'est-à-dire au lieu de 0, 1, moins 1, 1, pour avoir un intervalle symétrique. C'est sympa aussi. Bien. Alors, je vais me ramener au cas où P est unitaire, donc P est égal à xn plus an moins 1, xn moins 1, etc., plus a0. Entre parenthèses, on sait déjà à l'avance que a0 est nul, puisque 0 est racine de P, ici, vous le voyez bien. Et imaginons un jury qui vous pose cette question. Eh bien, ceci est facile à écrire. Bon, la normalisation, c'est bien d'y penser pour simplifier les calculs, mais en imaginant que le jury vous propose de normaliser comme ceci, eh bien, la première approche, on va dire, c'est parce que c'est une équation différentielle, eh bien, c'est de penser en termes de série entière. C'est un polynôme, c'est-à-dire c'est une série entière qui va être nulle à partir d'un certain rang. Mais voilà, donc on va avoir, on écrit P seconde, d'accord, on multiplie par Z2 moins Z, voilà, et qu'est-ce que ça va nous donner? Eh bien, on va avoir, donc ici, alors là, le membre de droite est passé à gauche, N-N-1, A-N-1, ici, qui va être égal à, quand on calcule N-1, N-2, A-N-1, moins N-N-1, A-N, mais A-N c'est 1, d'accord, donc ici je mets 1,
Voilà. Donc ici, comme la fonction qui a k donne k facteur de k-1, elle est croissante à partir de 1,5, hein, eh bien, entre autres, elle est injective. Donc ici, j'aurai toujours un coefficient non nul en an-1 quand je vais passer lui de l'autre côté. Donc je peux trouver an-1. Ensuite, j'ai cette équation n-1 à n-2 en identifiant les termes de degré n-2, hein, est égal à n-2 facteur de n-3 à n-2 moins n-1 facteur de n-2 à n-1, mais à n-1 on le connaît, donc on en tire à n-2, toujours grâce à cette injectivité de la fonction qui a k donne k facteur de k-1, sur le bon intervalle évidemment, etc., etc. Et puis à la fin, on va avoir cette équation-là, qui nous permet de trouver, par récurrence, hein, A2 et A1, ici, on obtient A1, sachant que A0, lui, vaut 0. Voilà. Donc, on a unicité d'un polynôme unitaire à chaque degré, dès qu'on a normalisé le quotient en 0,1. Donc, on voit qu'on peut les trouver. Maintenant, c'est une question de temps et de calcul. Bon, voici la première approche. Je propose une seconde approche. La seconde approche, c'est de regarder phi, l'endomorphisme de Cn de x, donc les polynômes de degré inférieur ou égal à n, qui est un espace vectoriel, et je vais regarder phi de p égale x, x-1, p seconde. Bon. Évidemment, c'est un endomorphisme, parce que ça va envoyer un polynôme de degré inférieur ou égal à n sur un polynôme de degré inférieur ou égal à n, parce qu'ici, on descend de 2, et ensuite on remonte de 2, donc finalement, un partout, la balle au centre. Ok, alors, je regarde la matrice de phi dans la base canonique, et c'est facile de voir que pour 1 et x, ça fait 0, donc j'ai ça, donc j'ai 1 et x, et puis pour x2, je vais avoir 2x2 moins 2, donc je vais avoir moins 2, 2, hein, puisque je suis dans la base canonique. Puis on va avoir moins 6, 6, moins 12, 12, donc que des zéros, hein, comme ça, hein. Ici on a que des zéros, et là des zéros. Et pour terminer, moins n, n-1, n, n-1. Voilà. Donc on voit que c'est une matrice triangulaire supérieure. Les valeurs propres, on les voit sur la diagonale. Et finalement, regardez, tout ce qu'on cherchait ici, en résolvant cette équation, c'est quelles sont les valeurs propres de cet endomorphisme, et quels sont surtout ses vecteurs propres. Eh bien, on voit que, bon, on va prendre la chose à partir de... On sait de toute façon que P de 0 vaut 0, donc on regarde là-dessus, et on voit qu'ici, toutes les valeurs propres sont distinctes, donc ça va être diagonalisable avec des vecteurs propres, des droites propres pour chaque valeur propre, d'accord ? C'est exactement ce qu'on a trouvé finalement là. Alors la question revenait à dire ici, quel est le vecteur propre, hein, quelle est la droite propre associée à n, n-1, ici. Voilà, c'est assez simple, c'est assez agréable. Alors, comment résoudre la question par la deuxième approche? Eh bien, vous pouvez parfaitement résoudre un système, parce que finalement, chercher un vecteur propre, ça revient à résoudre un système, mais dans ce cas-là, vous allez retomber sur la première approche, ou alors, c'est plus fin, hein, plus algébriste, utiliser les projecteurs spectraux. C'est-à-dire que vous allez chercher quel est le projecteur spectral pour cette valeur propre-là. Ça va être un projecteur de rang 1, hein, puisque ça va... Et l'image de ce projecteur va nous donner cette droite propre. Et c'est facile de calculer des projecteurs spectraux quand on a des n valeurs propres distinctes. Ça, c'est pas compliqué en tout cas. Bon, ça donne une formule, ça donne un calcul. Voilà. C'est une deuxième approche. Alors, j'ai essayé de faire des petits calculs. Bon, n égale 2, c'est pas intéressant, donc j'ai commencé avec n égale 3. Et là, j'ai trouvé, en résolvant ceci, 2z3 moins 3z2 plus z. Alors, il n'est pas normalisé, là, hein, donc si vous voulez... donc j'ai pris, je suis parti
de an égale 2, ici, afin d'avoir un polynôme entier. Et donc, effectivement, ça fait z facteur de z-1, facteur de 2z-1, hein, si vous calculez. Et quand vous allez dériver 2 fois, eh bien, vous allez avoir normalement 6 fois ce truc-là, c'est-à-dire 12z-6. Hein, quand vous dérivez 2 fois, vous pouvez le vérifier. Et ça se factorise comme ça. Pareil, pour n égale 4, je suis tombé sur 5z4 moins 10z3 plus 6z2 moins z. Et j'ai trouvé z facteur de z-1, facteur de 5z2 moins 5z plus 1. Et quand vous dérivez 2 fois ceci, vous allez tomber sur 12 fois ce polynôme-là. Et évidemment, 12 étant 4 fois 3. Donc là, on peut dire qu'on a résolu quelque chose de niveau maths P, quoi, on va dire, deuxième année, licence 2. Ok, sympa. Maintenant, on va monter un petit peu en puissance avec la remarque de Toto. Et on va même obtenir, grâce à cette remarque, une 4e approche qui va nous faire revenir sur les travaux de Carl Friedrich Gauss. Voilà, bon, c'est ça. Hein. Gauss, quand il va quelque part, strike. Alors voici l'approche que propose Toto, qui envoie très souvent des commentaires profonds sur cette chaîne. C'est que on part de cette équation différentielle, d'accord ? Z, z-1, p seconde égale n, n-1, p. Bien. On pose y égale p', ok ? Et donc je fais ce changement de variable, donc je dérive ici, d'accord ? Quand je vais dériver, ben, je vais avoir ici p tierce, d'accord ? Et donc finalement y seconde. Mais je vais aussi avoir y', et ici la dérivée de ça, c'est-à-dire 2z moins 1. Maintenant, quand on va passer tout ça de l'autre côté, on va isoler le 0 ici que je mets à droite, je vais obtenir au final, en dérivant, parce que j'aurai p' ici, donc y, je vais obtenir donc z facteur de 1 moins z, hein, parce que c'est passé de l'autre côté, y seconde, plus 1 moins 2z y', plus n, n-1 y égale 0. Donc vous pouvez vérifier qu'on obtient cette équation différentielle. Donc finalement, là je ne cherche plus p, je cherche p' sous la forme d'une équation différentielle. Bien. Alors maintenant, Gauss a lancé à un moment les fonctions hypergéométriques qu'on appelle aussi les fonctions hypergéométriques de Gauss. C'est-à-dire que il a remarqué que quand on prenait cette équation différentielle là, avec des paramètres réels ou complexes A, B et C, donc regardez là, hein, vous avez Z, 1 moins Z, Y seconde, plus, parenthèse, C moins A plus B plus 1 Z, fermez la parenthèse, Y' moins AB, Y égale 0, eh bien, on avait comme solution une famille, donc indexée par ABC évidemment, de fonctions hein, hypergéométriques, F1, on appelle aussi F1 et puis on met un 2 ici, que vous pouvez voir si vous tapez fonction hypergéométrique sur Wikipédia. C'est donné par une série entière, avec comme coefficient, alors ce qu'on appelle des factoriels croissants, c'est-à-dire le km factoriel croissant de A, c'est A fois A plus 1 fois A plus 2 jusqu'à A plus K moins 1, donc vous mettez K facteur en partant de A et en croissant. D'accord ? Voilà. Et donc vous obtenez ce truc-là, cette série entière, et vous vérifiez que cette série entière, en Z, c'est une fonction de Z, paramétrée par ABC, eh bien, ça vérifie cette équation. Alors, on tombe sur des fonctions qu'on appelle hypergéométriques, et déjà, un premier intérêt, c'est de résoudre une équation qui est omniprésente dans la physique, un type d'équation, et aussi, Gauss remarque qu'en changeant les paramètres ABC, on obtient une multitude de fonctions classiques, c'est-à-dire que les fonctions hypergéométriques généralisent un grand nombre de fonctions classiques.
Voilà, vous pouvez regarder ça sur la page Wikipédia. Bien, en quoi ça nous intéresse? Eh bien, ça nous intéresse que si je prends A égale 1 moins n, B égale n et C égale 1, ça c'est la remarque de Toto, eh bien, je vais retomber exactement sur mon équation différentielle ici, d'accord? Vous voyez ici, là, quand je multiplie les deux et que je fais moins, bah, ça fait bien n moins 1, A plus B plus 1, bah, ça fait bien 2, voilà, donc 2 ici, et C égale 1, voilà. Bon, donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que j'ai, bon, on avait vu qu'on avait une unique solution polynomiale normalisée, eh bien, ici, unitaire, je veux dire, là, je vais avoir, donc, à facteur près, hein, à scalaire près, cette fonction-là, mais cette fonction, comme ici, il y a 1 moins n, donc c'est un entier, a priori, négatif, eh bien, je vais avoir 0 au bout d'un moment, ici, d'accord? Dès que je vais obtenir, comme je pars d'un négatif, en montant, je vais tomber sur 0, et ici, je vais avoir une borne, là, ici, d'accord, qui est égale à n-1. À partir de n, eh bien, tout sera nul, d'accord? Voilà. Alors, ce qui va faire que ma fonction, au lieu d'être une série entière, bon, c'est une série entière, mais en particulier, c'est un polynôme. Et c'est le polynôme, c'est facile à calculer à partir de là. Somme de k égale 0 à n-1, d'accord? Donc ça s'arrête à n-1, c'est ça, on n'a plus l'infini ici, on a n-1. Moins 1 puissance k, k parmi n-1, k parmi n plus k moins 1, donc qui vient de là, vous voyez, z puissance k. Voilà, le même z puissance k qu'ici. Voilà. Alors vous allez me dire, oui, mais on a dérivé, il va falloir retrouver P. Ben oui, mais P, il s'annule en 0, donc on intègre. Et donc, on a une expression très jolie, hein, qui nous donne tous ces polynômes, à scalaire près, évidemment. Voilà, donc j'ai remplacé juste zk par zk plus 1 sur k plus 1, ici, pour intégrer, et prendre la primitive qui s'annule en 0. Voilà. Alors maintenant, de cette troisième approche, on remarque qu'on est parti de Gauss, on est revenu sur Gauss. C'est-à-dire, on était parti de Gauss-Lucas, un corollaire de Gauss-Lucas. Alors, je vous rappelle que Gauss-Lucas, hein, c'est de dire que les racines du polynôme dérivé sont dans l'enveloppe convexe des racines du polynôme. Voilà. Bon. Et comme corollaire, on avait le fait que P seconde, s'il divise P, alors toutes les racines de P sont alignées. Bien. Et on est arrivé à une autre forme de Gauss, c'est-à-dire les fonctions hypergéométriques de Gauss. Eh bien, on va maintenant revenir au point de départ, regardez, avec la quatrième approche. C'est la remarque que f moins m plus 1, appliqué à 1 moins z sur 2, c'est le m-ième polynôme de Legendre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a une famille de polynômes orthogonaux, c'est-à-dire pour la forme sur les polynômes intégrales de moins 1 à 1 de PQ des, je sais pas, des t, hein, c'est t réel, P de t, Q de t réel. Donc c'est des polynômes orthogonaux, on part de la base canonique et on fait une orthogonalisation à la Gram-Schmidt. Hein. Voilà, à partir de la base 1x, x2 jusqu'à xn, et on fait une orthogonalisation comme ça. On obtient les polynômes orthogonaux de Legendre, et vous avez un théorème que vous pouvez trouver d'ailleurs dans le carnet de voyage en analysant, qui dit que ces polynômes de Legendre vont avoir des racines sur un segment, et là sur le segment moins 1, 1. C'est-à-dire qu'au départ, en Z, c'était tout sur le segment 0, 1. Eh bien, bon, il y a une méthode pour démontrer ça, mais on se rend compte maintenant qu'il y a une deuxième méthode. Donc vous pouvez regarder la méthode, on a mis la méthode classique d'un carnet de voyage en analysant, mais là, vous avez une méthode qui est lumineuse et qui provient de Gauss-Lucas. C'est-à-dire que quand on va prendre les polynômes de Legendre, et qu'on va prendre la primitive des polynômes de Legendre,
Eh bien, par Gauss-Lucas, on va avoir des polynômes ici, comme il vérifie P seconde divise P, d'après ce qu'on a vu. Eh bien, dans le contexte de Gauss-Lucas, on sait que toutes les racines sont alignées. Donc voici, voici, donc ça c'est P, hein, P de T, T donne P de T. Donc ça va être, il va y avoir comme racine 0 et 1, et il va y avoir que des racines alignées entre 0 et 1. Ça, c'est Gauss-Lucas qui nous dit ça. Eh bien, bon, évidemment, vous appliquez Rolle pour voir que ces polynômes de Legendre P, qui sont la dérivée de ça, finalement, eh bien, vont avoir n-1, là, il y avait n racines, eh bien, il va y avoir n-1 racine, donc toutes les racines sont dans 0, 1. Voilà. Ou dans moins 1, 1, selon comment vous avez normalisé. Voilà, je trouvais sympa de conclure comme ça et de répondre proprement, plus ou moins, à Toto. Voilà, à qui le service ?